Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible et pourtant tellement présent dans la vie de nombreuses femmes, les troubles menstruels et leur impact sur la vie intime. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Linda Boussekine. Bonjour Linda et bienvenue au Bonjour micro du Céline. clito. Bonjour, bonjour. Linda, toi, tu es coach de santé certifié et tu accompagnes les femmes dans la prise de pouvoir de leur santé, notamment face à des défis comme l'endométriose, le syndrome prémenstruel, les parcours de PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée. Et dans cet épisode, Linda, on va aller explorer ensemble de quelle manière ces troubles viennent affecter la vie intime et sexuelle des femmes, tout en apportant, j'espère qu'on va en apporter, des pistes de réflexion et peut-être d'espoir à toutes celles qui vont nous écouter. Alors, je vais commencer avec ma première question, Linda. Pour débuter, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais nous faire rapidement part de ton parcours à toi en lien avec ces troubles de la santé menstruelle et aussi, qu'est-ce qui t'a amené à accompagner les femmes dans ce sens-là? Nom d'un clito. Interview. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. C'est vrai que les troubles, enfin tout ce qui est relié à la santé menstruelle, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et ça vient un peu de ma propre expérience. Depuis que j'avais 12 ans, depuis que j'ai eu mes premières règles, j'avais des douleurs très sévères. Et ça a duré pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai eu des crises, je me retrouve souvent aux urgences. Et je me rappelle un jour, j'avais une crise de tétanie, de spasmophilie. Et je me disais, j'en avais tellement marre et je me suis dit, un jour, je vais faire quelque chose pour aider les femmes qui souffrent comme moi. Et, et donc, des années plus tard, là, c'était vers les 16 ans, 17 ou voilà. Et là, j'ai 44 ans et ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à travailler, à réaliser ce rêve du coup. Et donc, du coup, j'accompagne les femmes et voilà, comme tu l'as dit, tout ce qui concerne l'endométriose, l'adenomyose, le TDPM, le trouble dysphorique prémenstruel, le syndrome prémenstruel, le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, les douleurs des règles, la PMA, l'accompagnement à la PMA. Et puis, c'était vraiment pas venu par hasard. Je me suis dit, c'est toujours enfin, c'est très intéressant d'avoir l'expérience, enfin, l'accompagnement par quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience. Et, euh, et dans ma culture, on dit que avant d'aller voir un médecin, regarde déjà d'abord avec une personne qui a déjà vécu la chose pour avoir plus de connaissances, pour avoir plus de compréhension des choses. Et voilà, donc je me suis dit, et du coup, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et j'ai réussi à dépasser plusieurs troubles. J'ai beaucoup souffert du coup, notamment de troubles dysphoriques prémenstruels. Alors, du coup, il y a le syndrome prémenstruel, le SPM, qui arrive avant. C'est un ensemble de symptômes qui arrivent avant les règles. Ça peut être une quinzaine de jours à 10, enfin, ça dépend la personne.
et ça provoque des symptômes physiques, émotionnels, comportementaux et qui impactent considérablement la vie d'une personne menstruée. Alors du coup, je parle pas que des femmes, mais aussi des personnes menstruées. Euh, et, euh, et du coup, ça peut être très impactant et débilitant, quoi. Enfin, il y a le terme qu'on utilise beaucoup, c'est débilitant. Mhm. Et après, il y a des symptômes qui sont très, très sévères comme l'irritabilité, l'anxiété, voire une sorte de dépression, des comportements alimentaires, par exemple des fringales, de perturbations du sommeil, des colères. Voilà, ça touche des douleurs physiques, notamment des articulations, le bas du ventre, les seins, les tensions au niveau des seins, les douleurs, des maux de tête. Il y en a énormément, hein, voilà quoi. Donc, je peux pas tout citer, mais en tout cas, c'est ça le SPM. Et le SPM le plus fort, on l'appelle le TDPM, le trouble dysphorique prémenstruel, qui est plutôt, qui est dû, d'après en tout cas les spécialistes, c'est dû aux variations hormonales, une variation anormale des hormones. Et donc, ça provoque l'ensemble de ces symptômes que j'avais cités avant. Et Mhm. quand j'ai travaillé sur ça, j'ai pu le dépasser. Et justement, si je suis là, c'est pour lancer enfin, comment dire, semer une graine d'espoir et pour dire qu'il y a possibilité vraiment de le dépasser. Mhm. Voilà. Merci Linda pour ces précisions. Ben, je vais passer à la question suivante. Donc, je le disais en préambule, tu es coach de santé. Comment est-ce que tu expliques l'impact que les troubles menstruels comme l'endométriose ou le SPM, syndrome prémenstruel, peuvent avoir sur la santé sexuelle ou la sexualité des femmes? Toi, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu par syndrome, quels sont les différents impacts, puisque d'un syndrome à l'autre, c'est pas la même chose que tu me disais tout à l'heure, hein. Tout à fait, oui. La première des choses, il faut savoir que déjà la douleur, c'est pas du tout normal. Avoir mal, c'est pas normal. Ça, malheureusement, dans nos croyances et dans voilà, dans nos croyances, en général, beaucoup de femmes jusqu'à présent, elles pensent qu'avoir mal, surtout les douleurs des règles, c'est tout à fait normal. Eh ben non, bien, voilà, c'est pas du tout normal. Et il faut absolument aller vers des solutions qui peuvent vous aider à les dépasser. Maintenant, alors, je peux pas parler de tous les troubles. Je vais quand même prendre les plus importants. Mhm, oui. Comment ces troubles impactent la sexualité. Je vais commencer peut-être par l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique. Elle impacte pareil que ce que j'avais cité tout à l'heure, le TDPM. Ça impacte considérablement l'aspect psychologique. Il y a des femmes qui ont des dépressions, il y a des femmes qui ont des douleurs. Vraiment, ça peut être des douleurs très, très, très fortes. Elles sont même, les douleurs de l'endométriose, elles sont classées parmi les douleurs les plus impactantes. Et donc, une femme qui est dans cette situation, il est, il est tout à fait logique qu'elle ne peut pas répondre à des attentes sexuelles, enfin, à un rapport sexuel, voilà, son conjoint. Et il y a aussi des douleurs au niveau des rapports sexuels, la dyspareunie. La dyspareunie, c'est une maladie qui touche notamment les femmes qui ont l'endométriose. Et voilà, c'est des douleurs qui arrivent en général pendant les rapports sexuels. Et donc, c'est hyper compliqué et complexe voilà, de créer quelque chose, en tout cas d'être en intimité pendant ces moments.
Par rapport au TDPM, le trouble dysphorique prémenstruel, il y a surtout l'irritabilité, la colère, le changement d'humeur. C'est ce qui marque le plus cette maladie et surtout la fatigue. Il y a une fatigue chronique, pareil que l'endométriose d'ailleurs. Il y a une sorte de fatigue c'est une forme de léthargie. La personne, elle peut même pas se lever de son lit. Après, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a des femmes qui souffrent plus que d'autres. Mais en tout cas, dans cette situation, la personne pareil, elle peut pas ça impacte, ces symptômes impactent énormément sa sexualité et son couple. Le SOPK, c'est le syndrome polykystique. Alors, il y a un ensemble de symptômes également, comme ça provoque de l'obésité, ça provoque notamment les personnes qui ont cette maladie, elles voient les poils partout dans leur corps et ça leur donne une sorte de, comment dire, ça touche à l'estime d'elles-mêmes et du coup, en termes de rapport sexuel, ça peut également provoquer Ça les met mal à l'aise, en fait. Elles sont hyper mal à l'aise, gênées de leur corps parce qu'il est plein de poils, enfin, et qu'il a une pilosité assez développée. C'est ça. Il y a toujours ce rapport avec le corps qui est un peu, qui n'est pas OK à 100%. Très, très rare. C'est très rare de trouver une femme qui aime son corps, il n'y a pas de souci, tout est OK et tout. Et alors, du coup, les femmes qui souffrent du SOPK, elles ont cette façon de voir un peu leur corps. Ça leur fait peur, en fait, de se montrer. En gros, les différents troubles, voilà, il y a des impacts au niveau psychique, au niveau physique. C'est ce qui rend les rapports sexuels assez complexes. Et alors, Linda, il y a une question là qui me vient. Tu disais que c'est pas normal d'avoir des douleurs. Oui. Comment ça se fait qu'il y ait ces croyances qui font que on pense que c'est normal d'avoir des douleurs et puis que presque quand on n'a pas, c'est pas normal. Et ça vient d'où, Linda, ces croyances pourries là? C'est juste ma façon de voir, c'est mon opinion, hein. Moi, je pense que d'abord, c'est les tabous. Hmm. Les tabous, on n'a pas le droit de dire qu'on a mal, on n'a pas le droit c'est un peu l'historique de la femme, enfin, l'histoire des femmes. On n'a pas le droit d'exprimer certaines douleurs, notamment qui sont liées au sang menstruel, aux règles. Parce que les règles, pendant des siècles et des siècles, et jusqu'à présent dans plusieurs sociétés du monde, c'est sale. C'est sale. Et Mhm. il y a des femmes qui se cachent, elles ne peuvent pas dire tout ce qu'elles vivent. Elles n'arrivent pas parce que il y a cette barrière comment dire, sociétale qui fait que elles peuvent pas s'exprimer librement autour de leur douleur. Oui, absolument. Puis aller plus dans le sens de l'éducation, parce que quand il y a des jeunes filles qui se disent ah ça y est, je vais avoir mes premières règles, c'est catastrophique, je vais avoir mal au bide tous les mois, et puis ben si il y avait cette possibilité de les sensibiliser sur le fait que non, ça peut être complètement différent, peut-être leur donner des moyens de se relaxer, et puis de dire, ok, ben, si t'as mal, c'est pas normal, ça ne devrait pas, ça devrait pas. Complètement, vraiment, je pense que c'est de la responsabilité. Là, voilà, encore une fois, hein, je ne sais pas pour être contre qui que ce soit, mais je trouve que c'est de la responsabilité des parents de dire, voilà, maintenant, tu as 10 ans, à partir en général, enfin, la
la période de la ménarche à partir de 10 ans. Et la ménarche, c'est quand les règles arrivent. Et maintenant, voilà, tu rentres dans la période de puberté, tu vas avoir des signes de ton corps qui vont changer, tu vas avoir tes règles. Moi, quand j'ai eu mes règles la première fois, je pensais que ça va finir au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Pour moi, c'est inimaginable que ça va durer tout ce temps-là, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis, Linda, parce que tu dis que c'est aux parents d'éduquer leur fille. Si tant est que les parents soient à l'aise avec le sujet, c'est vrai qu'il y a des parents, même des mamans, qui sont hyper mal à l'aise de dire à leur fille qu'elles vont avoir leurs premières règles. Bon, maintenant ça va peut-être un poil mieux parce que à la télé on voit des pubs où il y a des serviettes hygiéniques, puis même ils ont fait des progrès, le sang est rouge, il est plus bleu. Donc Complètement. À un certain moment, c'était bleu, oui. ouais, ouais, exactement. Et je peux imaginer que bah, si une jeune fille ou une petite qui voit cette pub déjà à l'époque quand c'était bleu, ouais, c'est rouge, c'est pas normal, je suis pas normale, ça devrait être bleu. Et puis, hum, est-ce que c'est pas aussi au, dans les écoles que ça pourrait changer un peu, au moins ne serait-ce que dire, bon, voilà, en dehors du bête de cours de biologie, mais amener ça, une forme de sensibilisation pour dire, bah voilà, les filles, ça risque d'arriver plus ou moins tard, ou enfin, est-ce qu'il y a une notion de temps aussi, ça c'est différent, mais à un certain âge, vous risquez d'avoir vos règles, et puis, bah voilà, aussi les informer sur les différents types de protection qui existent, ou enfin, ouais, Complètement. le b.a.-ba. Oui, alors il existe des ateliers autour de ça. Pour moi, pour ma part, pour l'instant, j'en ai pas fait, mais ça fait partie de mes objectifs. Et c'est vrai que par exemple, j'ai interviewé récemment pour mon podcast La culotte rouge, Laetitia. Et du coup, elle a son parcours, c'est justement d'éduquer, enfin d'éduquer, en tout cas de sensibiliser les jeunes filles autour des règles depuis le début, enfin, aux écoles. Elle va dans les écoles, c'est une association, donc ils vont dans des écoles et tout pour expliquer ce que c'est les règles, comment ça vient et tout. Et quand tu dis l'école, c'est vrai que c'est très intéressant parce que moi, la première fois où j'ai entendu parler des règles, c'était à l'école. C'était ma prof du sport qui nous Ah, a rassemblés. Et là, je la remercie parce que c'est vrai que c'était très intéressant. Enfin, ça nous a beaucoup aidés. Moi en particulier, j'étais trop timide et elle nous a dit, enfin c'était plusieurs classes, hein. Elle a rassemblé toutes les filles dans une très très grande salle et elle a commencé à expliquer les règles et tout. Et voilà, quand vous êtes malade, si vous n'arrivez pas à faire du sport, vous me dites. Et vraiment, ça a dédramatisé la chose. Et c'était mhm, très, ça aide, c'est d'une aide capitale, quoi. Pendant cette mhm, période où on était jeune, on ne sait pas trop, et voilà. Et justement, je voulais parler d'un sujet qui est super intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé d'entendre qu'il y a des parents, ça vient des États-Unis, hein, des period parties. Je ne sais pas si tu as déjà oui, entendu oui, parler de ça. oui. Je trouve que c'est super intéressant de Mhm. pouvoir, c'est un très bon moyen de dépasser les tabous et de se dire mais c'est bon quoi. C'est bon, les tabous, ils nous ont gérés pendant des années et des siècles et des siècles maintenant. Il y a une nouvelle tendance que je trouve vraiment parfaite pour dépasser les tabous. Ouais. Donc pour les parents qui souhaitent vraiment honorer leur fille et honorer cette période de la vie et préparer leur fille à rentrer dans une nouvelle ère dans leur vie, ça peut être super intéressant, je trouve. Mhm. J'encourage tous Oui, les parents à le faire. oui, bah oui, et puis c'est bien d'en parler. Et c'est vrai que c'est un passage qui est quand même important pour ces jeunes filles qui deviennent futures femmes, et puis aussi leur expliquer ben, que leur corps il change de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, et Mhm. puis de
ouais, d'aller au-delà aussi, quand on parle d'éducation sexuelle, d'aller au-delà de tout ce qui est vraiment bateau, genre, Oui, bon, il y a ça, mais euh, leur parler de comment ça peut être aussi un rapport, comment être en connexion plus que, et puis surtout aller se dire qu'elles sont pas obligées de rien faire si elles ont pas envie ou tu vois ça c'est un sujet qui me tient vraiment oui, à cœur de vraiment sensibiliser les jeunes parce qu'on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux où euh, ouais il y a une tendance à oui. il faut Il tu faut, oui. dois t'es obligé et puis bah, justement t'es obligé de rien du tout. Mais complètement, enfin, moi je suis pas sexologue, hein, mais je suis vraiment, je suis plutôt, voilà, dans le coaching et tout. Mais c'est vrai que sensibiliser autour de l'assertivité. Et au tout début, je travaillais uniquement sur la santé menstruelle, enfin en tout cas en tant que coach de santé. Mais après, j'ai intégré aussi le leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership de son corps? Et ça, c'est on l'apprend à nos filles dès le début, enfin depuis leur jeune âge, et qu'elles sachent mettre des limites. Là, c'est OK, je suis prête. Là, je ne suis pas OK pour. Non, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Mhm. c'est très important. Et je suis impressionnée ici en France de voir des toutes jeunes filles sont même pas prêtes. Enfin, je trouve que il faut ouvrir justement. Peut-être le mot il faut, c'est un peu, c'est pas un peu c'est pas le mot que peut-être qu'on peut utiliser, mais je trouve que c'est important de laisser, de laisser les jeunes filles décider de leur corps. En toute tranquillité, au lieu de dire, oui, allez, 14 ans, on y va. Euh, Enfin, je trouve que c'est trop, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est mon avis personnel, mais après, Mhm. je trouve que déjà, elles vont devoir gérer leur corps sous toutes ces transformations, et puis tout ce qui est sexualité, je pense que ça peut venir après. Au Mhm. lieu de se mettre la pression et de faire tout en même temps. Et le mieux, c'est d'attendre déjà de connaître un peu son corps. Mhm. Ah, encore une fois, c'est juste un avis, hein. Après, chacun fait comme il veut. Bien sûr. Ouais. Puis ce qu'il y a d'intéressant aussi, parce qu'au tout début, tu disais que tu es d'une culture étrangère, entre guillemets, hein, donc tu es algérienne et tu as vraiment ce background qui est différent de la culture française, Oui, oui, où complètement. bah, les jeunes filles, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais tu me disais qu'il y a quand même énormément de tabous, et puis malheureusement, la place de la femme n'est pas encore euh, à son mieux. Donc, comment est-ce que toi, par exemple, tu l'as vécu quand tu étais jeune fille, si on en revient à notre sujet des syndromes de la santé menstruelle, Mhm. comment est-ce que toi, tu as été, hormis le fait que ta prof de sport te dise attention, voilà, ça peut arriver, Mhm. Ouais. euh, comment est-ce que tu as été éduquée et puis est-ce que tu ferais les choses différemment et comment est-ce que tu les ferais différemment, toi, Linda? Mais oui, complètement. Moi, j'ai pas d'enfant, mais si un jour j'ai d'enfant, mais ma fille, dès le début, je vais lui apprendre qu'est-ce que c'est son corps, qu'est-ce que c'est son... voilà, je vais l'éduquer pour qu'elle puisse comprendre les choses dès son jeune âge. Mais après, je comprends mes parents, et c'est pas parce que... Enfin, c'est le poids des tabous qui ont fait que je ne sais pas ce que c'est les règles jusqu'au jour où je les ai eues. Euh, c'est pas un jugement de mes parents, pas du tout. C'est juste que c'est comme ça et c'est comme ça. Donc j'ai accepté. Enfin, j'ai pas trop accepté parce que le jour où j'ai su que mes règles ils vont arriver ils vont revenir chaque mois, là j'étais pas du tout bien pendant plusieurs mois. Oui, Mhm. oui, non, mais c'était très difficile. Après, moi, pour être honnête, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait justement que j'étais malade.
chaque mois, ça revient et c'est tout le monde qui sait que j'étais malade. Et je me rappelle très bien, ma mère, elle disait que mon frère que je dépasse de 2 ans, il lui dit, mais c'est bizarre, Linda, tu tombes malade chaque mois. C'est bizarre. Il a compris après que c'était les... Je sais plus si c'est ma... Après, je pense pas qu'elle lui avait expliqué, mais je pense qu'il a compris après. Euh, Moi, ça m'a aidé parce qu'à chaque fois, je vais aux urgences et les médecins ils disent à mon père, bah, il faut qu'elle fasse un bilan. Il leur explique. Et pourtant, mes parents, ils ont une certaine culture, ils ont un certain niveau d'éducation, hein. Mhm. Et c'est vraiment pas ça le souci. Même, d'ailleurs, je l'ai remarqué même ici en France. Même les gens, ils ont une certaine éducation, mais c'est le poids des tabous, c'est tellement énorme et les gens, ils n'arrivent pas à s'exprimer sur ces choses, ce type de choses, les règles, même la sexualité aussi, voilà quoi. Mhm. Et du coup, s'il y a quelque chose que je devrais, enfin, que je peux faire pour changer les choses, en tout cas, surtout pour mon environnement, ouais, la première des choses, c'est d'éduquer. Éduquer, sensibiliser, dire que voilà, ça c'est OK, ça, il faut vraiment être prête pour ça. Voilà. Et je parle pas de la sexualité, là, je parle vraiment des règles, de la santé menstruelle et tout. Je pense que la première des choses, c'est déjà de dire que qu'est-ce que c'est les règles, expliquer ce que c'est. Ça, c'est la première des choses. Et rassurer la personne, rassurer les jeunes filles. Mhm. J'aurais aimé être rassurée. Je n'étais pas du tout rassurée. Mhm. Et c'est le fait que j'étais malade à chaque fois. Mes parents, ils étaient à mes côtés. Bien évidemment, ils m'ont beaucoup accompagnée, ils m'ont aidée et tout. Mon père, franchement, enfin, les deux, hein, mes parents, les deux, ils m'ont beaucoup aidée, mes frères et sœurs. C'est tout le monde qui était là. Mais le souci, c'est que les choses auraient pu peut-être être mieux parce qu'après, quand je rentre à la maison, je rentre des urgences, j'étais trop timide. Je veux personne qui me... Enfin, je rentre dans ma chambre isolée, je veux personne, je veux voir personne. Et j'étais vraiment très, très timide. Donc, il doit y avoir des personnes qui sont un peu dans ma situation. Aujourd'hui, donc il faut pas vraiment essayer de vous exprimer. Les parents, essayez d'être auprès de vos enfants, dédramatiser les choses, Mhm. dédramatiser. C'est vrai que les règles, ça fait partie de nous, c'est ça la source de la vie. Il faut pas le... Vraiment, le mieux, d'expliquer les choses et d'accepter que ça fait partie de l'évolution de la femme et de son corps. Il y a des sociétés, il y a certaines sociétés dans le monde qui valorisent ça. Comme par Mhm. exemple, je pense que c'est au Mexique, il me semble qu'ils fêtent, ils fêtent la féminité de la femme et tout. Je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, Ouais. absolument. Mm. Bah Mhm. écoute, en tout cas, on est en évolution. Ça, c'est évident. Ouais. Oui, c'est hyper important. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. On est de retour dans Nom d'un clito. Je suis avec Linda et puis on est en train de parler de la santé menstruelle des femmes et puis aussi de comment ça peut venir impacter la santé sexuelle, la sexualité des femmes. Et puis on a parlé de carrément autre chose, des tabous autour des, ben, des règles, de comment on peut éduquer les jeunes filles, en tout cas les éduquer, les sensibiliser, et puis faire en sorte que ça soit plus le gros mouton noir ou ça y est, je vais avoir mes règles tous les mois, puis je vais avoir mal tous les mois, et puis il y a pas grand-chose à faire, si ce n'est éventuellement la bouillotte, puis un ou deux médicaments, alors qu'il y a peut-être plein d'autres choses à faire. C'est ça, Linda, hein? Oui, complètement. Et là, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, et merci hein, de rappeler un petit peu ce qu'on avait dit. Et il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est
l'usage de la pilule, beaucoup de médecins, quand on va chez le médecin, moi en tout cas dans mon cas, voilà, prends une pilule, prends un antidépresseur. Il n'y a pas cette recherche pour comprendre d'où ça vient, des méthodes naturelles qui peuvent vraiment aider le corps parce que on sait tous et toutes que comment dire, la pilule ou les antidépresseurs, il y a des répercussions, il y a comment dire, en tout cas Les effets euh, secondaires, c'est ça que oui, tu veux c'est ça, dire? je cherche, c'est ça, c'est le mot que je cherche. Les effets secondaires, effectivement. Je vais souvent dans la direction d'une pratique holistique où je prends tous les éléments qui sont reliés à la vie de la personne et les étudier et vraiment avoir un plan d'action pour intégrer tout. Parce que en fait, moi, je me dis souvent, quand un système est perturbé, dans n'importe quel dans toute la vie, hein, dans tout ce qui nous entoure. Si un système est perturbé, ça veut dire que les attributs de ce système, il y a quelque chose il y a un attribut ou deux, ou plusieurs qui sont perturbés. Mhm. Donc, le mieux, c'est de travailler sur le tout pour aller très rapidement résoudre la problématique. Donc, c'est ce que je fais avec mes coachés. On travaille sur l'alimentation, on travaille sur enfin, leurs habitudes, leurs ressources, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est par rapport à l'éducation, pas que des jeunes filles, mais aussi les hommes, enfin, je veux dire les jeunes hommes ou les hommes en général. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, on trouve des personnes d'un certain âge, ils ont déjà eu des enfants. Mais crois-moi, Céline, franchement, euh, parfois je me dis, ah mais on est vraiment très très loin, hein. On ne comprend pas du tout ce que c'est une femme, on ne comprend pas ce que c'est un homme aussi, hein, dans les deux sens, hein. Moi, je Mhm. travaille sur les femmes, donc je peux plus témoigner sur le, sur les femmes. Et je trouve que il y a un manque de connaissance de nos corps. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. On est encore loin, mais on est sur le chemin. Ce qui est Mhm. vraiment important à dire. Les hommes, je dirais que ils n'ont pas du tout de connaissances, pas trop de connaissances, très très peu. Et ça provoque beaucoup de conflits. Mhm. Ça provoque énormément de conflits. Quand on ne connaît pas ce que c'est le SPM, quand on ne connaît pas ce que c'est le TDPM, ben, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe chez la conjointe. C'est pas Absolument. évident. Absolument. Donc, il y a des hommes qui se mettent en position soit de retrait, soit ils se disent mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas de ma faute. Je comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça. Et alors, du coup, un message que enfin, je souhaite aussi m'adresser aux hommes et dire que c'est vraiment pas à cause de vous, c'est juste une situation temporaire. Notamment pour le TDPM ou le SPM, ça vient chaque mois effectivement, mais c'est quelque chose qui peut partir, c'est pas éternel. Mhm. Voilà, donc, et c'est pareil pour les autres symptômes, enfin les autres troubles. Donc, vraiment, ayez cette conscience que c'est pas pour vous, c'est pas contre vous. Mhm. Et ça Ouais. peut changer vraiment la relation. Ça devient plus de l'empathie que mais pourquoi elle fonctionne, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle fait comme ça. Oui, et puis Linda, bah, ça me permet de revenir un peu sur ce sujet qu'on avait au départ. Comme dans un couple, ben, il n'y a pas que, mais il y a aussi des rapports dans la vie intime, dans la sexualité. Tu l'as dit assez rapidement au début, tous ces syndromes, ils font que bah, une femme a juste pas du tout envie et pas la tête du tout à avoir des rapports ou même ne serait-ce qu'une connexion physique, parce qu'il n'y a pas que des rapports hein, dans un couple, mais il peut y Claire. avoir aussi la connexion physique, parce qu'elles sont tellement dans leur douleur et puis en train d'essayer peut-être déjà peut-être elles-mêmes de se rassurer ou de trouver des moyens d'essayer ci, ça. Mhm. Euh, Ces femmes-là qui viennent vers toi,
qui ont ces soucis, euh, comment elles se sentent? Est-ce qu'elles sont, je dis quelque chose, hein, mais est-ce qu'elles se sentent coupables ou peut-être qu'elles ont honte parce qu'elles sont pas dans les standards de ce qu'on devrait? On leur a dit qu'il fallait avoir tant de rapports sexuels par semaine, sinon c'est la fin des haricots et tout. Comment elles se sentent, ces femmes qui viennent vers toi, Linda? Alors, il y en a beaucoup qui vivent une sorte de culpabilité. Elles se culpabilisent beaucoup et elles ne s'expriment pas. Mm, Et il y en a qui vivent ça très douloureusement, vraiment dans la douleur. Et en fait, elles laissent tout au fond d'elles, au lieu de s'exprimer et de dire que voilà leur vérité, la vérité de leur corps, et de l'accepter aussi, d'accepter que malheureusement, ça se passe comme ça pour l'instant, mais il peut y avoir des changements pour plus tard. Plusieurs de ces femmes, enfin, oui, il y en a certaines, donc elles ont vécu une séparation à cause de ça, mm, à cause de ces troubles. mm, Donc voilà, dire trouble, donc il y a aussi, enfin voilà, ça impacte leur sexualité, mais pas que sur la sexualité, sur aussi sur la relation en général. C'est pas que sur la sexualité. mm, Ça, c'est vraiment important aussi de le dire, hein, voilà. En tout cas, les cas que j'ai vus, moi, il y a eu des séparations à cause des troubles menstruels, parce que c'est très difficile à le vivre. Elles le vivent difficilement elles-mêmes. Et du coup, enfin, les conjoints et tout, ça provoque une sorte de rupture et du coup, ils quittent. mm, Voilà. Il y en a d'autres qui se disent, moi, elles arrivent à accepter, elles ont réussi à accepter leur maladie, elles ont compris comment elles se connaissent mieux, et donc elles sont assertives, elles disent, assertives, ça veut dire que voilà, ça c'est mon cadre, on ne peut pas le dépasser. Voilà, je trace les limites, c'est ça la limite. mm, Il y en a qui font ça, et en général, c'est des femmes qui sont vraiment... qui, qui savent en fait, qui connaissent un peu plus leur corps, qui connaissent leurs besoins, voilà. Donc elles sont dans le respect de leur corps. En général, c'est top d'être dans ce type dans cette catégorie. mm. Il y en a d'autres, vraiment, elles arrivent au bout. Enfin, c'est-à-dire, elles supportent, et voilà, elles disent rien. Mm. Donc, il y a vraiment plusieurs catégories, et les impacts, ils sont différents. Donc, après, ça dépend. Chaque couple, il est fait comme il est fait. Ça dépend des répercussions. Chaque couple, il y a des hommes qui quittent, il y a d'autres qui restent parce qu'ils sont là pour... c'est pas... Voilà, quoi. Ils supportent la douleur de leur femme, ils supportent les comportements de leur femme, ils épaulent leur femme, et je les remercie. Mm. C'est vraiment formidable enfin, d'être dans ce type de couple. Et d'autres qui disent, ben, en fait, ouais, tu te caches derrière le TDPM, derrière l'endométriose, et parce qu'il y a un manque de confiance dans le couple aussi. Il y a aussi la relation de couple qui fait que, à cause d'une maladie, mais je pense que c'est pas seulement relié aux troubles menstruels, mais c'est aussi n'importe quelle maladie, quand il n'y a pas cette relation de confiance, ça peut finir, ça peut finir quoi. Donc, ce que tu veux dire, Linda, c'est que une, cer- dans certains couples, pas, encore une fois, on n'est pas là pour généraliser, hein, mais Non. juste pour clarifier ce que tu étais en train de dire, qu'il pourrait y avoir des hommes qui partent, enfin, qui soupçonnent leur femme de prétexter qu'elles ont du TDPM pour ne pas avoir soit une relation, une connexion ou autre, ou qu'elles veulent pas faire telle ou telle activité parce qu'elles sont ci ou ça. Est-ce que je l'ai bien compris dans ce sens-là, Linda? C'est exactement ça. Oui, 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 malheureusement, ça existe. Voilà, Mm, ça existe. Et
moi, je dirais que malheureusement, c'est un manque d'empathie. Après, chacun, il est libre les gens aussi, ils sont libres de décider ce qu'ils veulent, hein. Parce que ça peut être aussi dans le sens contraire. Un homme qui a une maladie et sa conjointe, elle veut pas supporter ça et elle décide de quitter. Et c'est aussi, enfin, comment dire, c'est aussi, ils ont le droit de décider ainsi, quoi. Bien sûr. Oui, Ils ont oui. oui. Mhm. Et en tout cas, c'est quelque chose que certaines femmes m'ont raconté voilà, à travers nos échanges. Ouais. Mhm. Et alors, Linda, pour terminer cet entretien, j'aimerais savoir quel est ton message, toi, d'espoir? Qu'est-ce que tu aimerais dire et transmettre à toutes celles qui nous écoutent et qui te suivent et qui luttent avec ces conditions de douleur et de situations qui sont vraiment hyper inconfortables, voire parfois handicapantes pour leur vie de tous les jours? Je pense que la première des choses que je peux leur dire, que vous êtes vraiment des warriors, des guerrières. Vous êtes vraiment incroyablement. Enfin, moi, elles me surprennent, certaines femmes, mais vraiment, je trouve qu'elles sont très fortes. Parce que vivre avec l'endométriose, vivre avec le TDPM, ou les autres, hein, enfin peu importe. Je trouve que c'est vraiment d'une force incroyable, de résilience, de courage. Et surtout les femmes qui ont des enfants, des conjoints, elles n'ont pas ce temps aussi pour le consacrer à elles-mêmes. Je trouve qu'elles sont bah, elles méritent vraiment d'être en bonne santé parce que de retrouver leur santé et de dépasser tous ces troubles. Et aussi, ce que je souhaite dire, c'est que il y a vraiment des solutions. Il faut pas rester comme ça. Il faut pas, comment dire, il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a l'une de mes coachées que vraiment j'ai apprécié son message. Elle m'avait dit, moi j'en ai marre de, euh, de perdre le tiers et la moitié de ma vie à souffrir. Mhm. Je trouve que c'est d'une puissance. C'est un message d'une puissance incroyable et je suis certaine que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, elles vont se reconnaître. Mhm. Elles vont se reconnaître dans ce message. Et voilà, donc ne perdez pas espoir. Il y a toujours des solutions, mais vraiment il y a des solutions. Surtout pour l'endométriose, ça parle l'endométriose en ce moment. Et il y a des gens qui disent que oui, c'est à la mode. Non, c'est pas à la mode parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a 10% des femmes qui souffrent de l'endométriose. Il y a 13%, 11 ou 13%, je sais plus, de l'adénomiose. Pour le syndrome prémenstruel, on n'en parle pas, plus d'une 50%. Le Mhm. TDPM, 8%. Le SOPK, 10 ou 11%. Donc, non, c'est pas à la mode, c'est vraiment des maladies qui existent et la prise en charge. Voilà, de plus en plus, il y a des personnes qui travaillent sur ces sujets. Donc, ne baissez pas les bras. Travaillez beaucoup sur votre communication. Les gens qui sont autour de vous, ils sont pas obligés de souffrir. Donc vous souffrez, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Donc mais il faut, voilà, le mieux c'est vraiment d'éviter que les gens qui vous entourent aussi souffrent de votre condition. Et pourquoi? Donc le mieux c'est d'aller chercher des solutions, tester. Tester des solutions, éduquez-vous par vous-même si vous n'arrivez pas à trouver voilà, des ressources qui vous conviennent, cherchez jusqu'à ce que vous trouviez des réponses à vos questions. Contactez des personnes comme les coachs de santé aussi, ils sont vraiment là pour vous aider. Enfin, pas que, hein, les médecins, les gynécologues, il y a vraiment des spécialistes. Le mieux, c'est d'aller vers des spécialistes. Alors, il y a la connaissance de soi. En fait, je trouve que c'est une clé primordiale. Connaissez-vous, mais vraiment parfaitement bien, pour que vous puissiez en fait vous aider par vous-même. Observez-vous, vos Mhm. comportements, votre façon de faire les choses, voilà. Observez votre cycle menstruel.
votre cycle menstruel, c'est votre vraiment coach. C'est le premier coach avant même que vous allez vers un autre coach et tout. C'est parce que c'est comme ça que vous allez savoir que quelque chose ne va pas dans votre corps et surtout aussi écouter votre intuition. Et oui, pour le cycle menstruel, observez il y a des différences d'une phase à l'autre, quelles sont vos réactions et le cycle menstruel, c'est une fois qu'on sait l'utiliser, on revient à notre propre nature. Et quand on revient à notre propre nature, on est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. Mhm. Et un dernier message, c'est pour les hommes. Il y a beaucoup qui sont vraiment courageux. Je tiens à les remercier aujourd'hui. Et vraiment, soyez à l'écoute de vos conjointes. Ne soyez pas dans ne prenez pas les choses pour vous-même. Construisez ensemble, co-créez ensemble une relation qui, comment dire, vous pouvez redéfinir, comment dire, redéfinir votre intimité, votre sexualité, même s'il y a une maladie, parce que la maladie, ça peut être la femme, ça peut être vous-même. Donc, ayez cette empathie et soyez heureux, tout simplement. Et c'est possible. Oui, mais merci vraiment beaucoup Linda pour tes partages, pour le partage de la transmission de tes connaissances aussi, de tout ce que t'as pu expérimenter, de tout ce que tu as vécu, en tout cas en partie, et puis de ce que tu as pu voir de ce qui se passe avec tes clientes. Ben, je te remercie de m'avoir donné de m'avoir donné la parole, de m'exprimer, voilà quoi, et de transmettre ces messages. C'est très important pour moi et merci encore. Avec joie, Linda. Pour retrouver toutes les offres de Linda, jette un œil dans le descriptif. Et puis, si toi aussi, auditeur, auditrice, ça t'intéresse de venir parler de ces sujets tabous au micro du Clito, bah, tu trouveras aussi toutes les infos pour me contacter dans le descriptif de l'épisode. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!